Merci de nous rejoindre sur TV 78 pour cette nouvelle édition du 7-8 politique. Voici les titres pour ce mois de février. Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire, orienter et former 200 000 d'entre eux vers les secteurs et les métiers d'avenir, accompagner ceux qui sont éloignés de l'emploi en construisant 300 000 parcours. Le plan Un jeune, une solution s'adresse aux 16-25 ans pendant encore plusieurs mois et nous ferons le point, les détails avec Didier Bécher, député des Yvelines. Les régionales devraient se tenir en juin, sauf nouveau report lié aux conditions sanitaires qui, pour se présenter en Ile-de-France, nous ferons là aussi le point. Et puis autre élection, les départementales, avec pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine la question de la fusion qui se posera à nouveau. Un jeune, une solution, un dispositif lancé par l'État en juillet dernier et qui doit permettre d'aider les moins de 26 ans qui arrivent sur le marché du travail en ces temps de crise. L'Île-de-France a eu droit à sa journée de lancement spécifique. C'était en novembre dernier. Aujourd'hui, c'est au tour des Yvelines de mettre l'accent sur ces mesures. Pour en parler, Didier Bécher, député La République En Marche dans les Yvelines. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes également membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Alors déjà, en quelques mots, si vous pouviez nous présenter ce plan qui s'adresse aux jeunes, mais aussi aux employeurs. Il tente d'être le plus complet possible avec des aides à l'embauche, des formations, des accompagnements, encore des aides financières. Alors c'est un engagement qui a été pris suite au premier confinement, avec, comme vous l'avez dit, ce plan qui a été annoncé au mois de juillet de l'année dernière. L'objectif, c'était que chaque jeune à la rentrée scolaire 2020 puisse trouver une solution, que ce soit une solution en matière d'apprentissage, de formation ou bien de premier emploi, avec effectivement des mesures d'accompagnement financier pour les employeurs, mais aussi spécifiques pour les jeunes. La mise en place d'une plateforme Internet unique, unjeuneunesolution.gouv.fr, qui permet de rassembler à la fois toutes les offres d'emploi et toutes les questions que les employeurs peuvent avoir, mais également avoir un accès direct pour les jeunes à ces offres d'emploi et aux questions sur les mesures d'accompagnement. Avec une vraie nouveauté sur cette plateforme qui permet, si vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, que vous soyez un employeur ou un jeune, on vous rappelle dans les 48 heures, soit à travers la mission locale, si vous êtes un jeune, soit à travers un conseiller entreprise de Pôle emploi. Donc c'est vraiment un programme qui est offensif, qui porte ses fruits, puisque depuis le lancement du programme, c'est 1,2 million de jeunes qui ont trouvé une solution d'emploi, donc depuis le mois de juillet 2020, donc qui ont trouvé soit un CDI, soit un CDD, un contrat à durée déterminée de plus de 3 mois. Vous avez vu les résultats, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler sur l'apprentissage. En 2020, on a 500 000 apprentis qui, à travers le plan Un jeune, une solution, ont trouvé une solution d'apprentissage. C'est un chiffre qui n'a jamais été égalé jusque-là. Même 2019, qui était une année exceptionnelle, n'avait pas atteint autant d'entreprises. Donc ça montre que même en situation de crise, si on a un plan dédié aux jeunes en termes d'accompagnement, dédié aux entreprises financièrement et aussi en termes d'accompagnement, ça porte ses fruits de manière effective. Oui, vous parlez de l'apprentissage, 500 000 apprentis, c'est un chiffre jamais atteint, vous l'avez souligné. Néanmoins, au-delà de ce contrat d'apprentissage, une fois qu'il sera terminé, est-ce que vous pensez que derrière, des postes de manière pérenne vont pouvoir se mettre en place pour ces différents salariés qui rentrent dans la vie active ? Ce qui est intéressant, c'est de regarder globalement l'évolution des chiffres du chômage. Et on a vu que après l'année 2019, qui était une année record, où on n'avait jamais eu un taux de chômage aussi bas, avec le Covid, à chaque sortie de confinement ou de période de reprise d'activité pour les entreprises, la baisse du chômage est importante. Je vous donne les chiffres à la fin de l'année 2020. Globalement, le 4e trimestre de l'année 2020, c'est une baisse du chômage de quasiment 3%. Même s'il a augmenté de 8% sur l'année, on voit bien que comme on avait eu une période de sortie de confinement, donc ça veut dire tout simplement que les fondamentaux économiques sont là. Les entreprises attendent qu'une chose, c'est de pouvoir redémarrer. Et il n'y a aucune raison, quand on regarde les sorties d'apprentissage, que les entreprises n'embauchent pas les apprentis qu'ils ont effectivement dans leurs effectifs. Vous disiez ce plan a été lancé au sortir du premier confinement. La situation reste compliquée et le bout du tunnel, on a du mal à le percevoir. Est-ce que ce plan va encore être adapté, modifié ? Est-ce qu'il est amené à durer encore pendant longtemps ? Alors, le plan, il va jusqu'au 31 mars pour les aides financières. Et vous avez vu, on a utilisé le même système systématiquement, que ce soit pour les aides aux entreprises ou les aides en matière d'emploi. Si jamais le confinement ou si la situation sanitaire tout simplement du Covid devait perdurer au-delà de cette date-là, les mesures seraient reconduites. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, rien que sur le plan jeune, c'est 7 milliards d'euros qui sont consacrés à ces mesures d'accompagnement. Donc c'est une partie importante. Sur l'ensemble du budget pour
pouvoir comparer aussi sur l'ensemble du budget, plan de relance dédié à l'emploi et la formation, c'est la moitié du budget qui est consacré à la jeunesse. Vous nous disiez également que le plan avait plutôt bien fonctionné. L'objectif, c'était 750 000 jeunes à aider pour retrouver dès le mois de septembre le chemin du travail. C'était au-delà des espérances. Dans les Yvelines, plus spécifiquement, quels sont les besoins, les dispositifs, les choses qui ont fonctionné ? Alors, dans les Yvelines, et on peut même le généraliser à l'Île-de-France, en fait, l'Île-de-France, c'est un peu une photographie de la France, en fait, si vous voulez. Donc, on a exactement les mêmes réussites dans les mêmes domaines. L'apprentissage fonctionne très, très bien. Les contrats initiative emploi fonctionnent également. Moi, je voudrais souligner une démarche qui est nouvelle et que, malgré la situation de crise, on a quand même souhaité lancer, donc c'est au 1er septembre, le lancement de l'obligation de formation pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Vous saviez qu'avant qu'on vote cette loi, vous pouviez arrêter l'école à 16 ans et donc vous disparaissiez des radars. Et c'est comme ça qu'on avait de très nombreux décrocheurs. Depuis la mise en place de cette loi, donc il y a obligation d'être dans un dispositif de formation jusqu'à 18 ans. Dans les Yvelines, c'est l'AFPA avec le pilotage des missions locales en fait, qui s'occupe de ces jeunes. Et moi, j'ai eu l'occasion avec le préfet de les rencontrer il y a 15 jours. Il y a 2 promotions déjà qui ont été menées et il y a une vraie réussite. Les parents sont impliqués dans la réinsertion des jeunes, donc dans ce dispositif de réflexion sur leur parcours professionnel. Et ça, c'est une très très belle réussite dans le département. Alors on parle de réussite, on parle des choses qui fonctionnent. Néanmoins, il y a un sentiment qui, lui, est bien ancré auprès des plus jeunes, c'est ce sentiment d'abandon. Quelle réponse on peut leur faire, leur dire, regardez, il y a des dispositifs, ils fonctionnent, ils marchent, ne restez pas tout seul. Ce qui est essentiel, et c'est vrai pour le soutien financier, qui n'est pas là lié directement à l'accompagnement à la formation. Donc vous savez qu'on a prévu des mesures exceptionnelles de 500 € plus 150 € si vous étiez étudiant boursier et que vous êtes dans une situation de précarité. Et donc vous devez vous adresser soit à votre pôle emploi si c'est pour ce soutien financier, soit toujours le réflexe quand on est jeune, contact avec sa mission locale. Ils ont à disposition l'ensemble des dispositifs d'accompagnement financier. Ils peuvent vous orienter par rapport à ça. Et c'est eux qui pilotent l'ensemble des dispositifs de formation, de recherche d'emploi pour les jeunes et puis aussi de très nombreuses relations avec les entreprises. Il faut le dire, le succès du plan Un jeune, une solution, c'est parce qu'aussi il est très accroché à l'engagement des entreprises. On a mis en place un certain nombre de mesures financières pour passer la crise et pour accompagner les entreprises. Et quelque part, en contrepartie, on leur a demandé cet engagement citoyen de s'occuper de la jeunesse et ça fonctionne. On le voit sur l'apprentissage, on le voit sur la formation. Je ne l'ai pas dit, il y a 600 000 jeunes qui ont rejoint un dispositif de formation grâce au plan Un jeune, une solution. Donc on sent qu'il y a un vrai engagement citoyen des entreprises sur le soutien à la jeunesse. Il y a une partie des jeunes aussi qui ont rejoint le service civique, qui en profitent pour utiliser ce service civique. Il a été néanmoins un peu critiqué de par une rémunération plutôt faible. Les jeunes qui disent aussi j'ai déjà du mal à suivre mes cours, à m'organiser. Moi, ce que je veux, c'est pas faire un service civique. Vous leur dites quand même que c'est une bonne solution ? Le service civique, c'est quelque chose qui, depuis qu'il a été remanié il y a 3 ans, fonctionne extrêmement bien parce que c'est une expérience d'engagement. Vous savez que le service civique, c'est soit dans une association, soit dans une collectivité publique, et il y a forcément quelque chose à transmettre. Donc, quel que soit le sujet, le thème de votre service civique, on est dans l'échange avec transmettre quelque chose aux autres. Donc, c'est une expérience d'engagement qui est très intéressante. C'est plus de 500 € qui sont payés pendant cette période-là. On a décidé aussi de l'adapter, vous avez raison de le souligner, compte tenu de la situation des étudiants. Il y a une adaptation qui vient d'être décidée pour que les étudiants qui sont dans une situation financière de précarité puissent utiliser le dispositif de service civique pendant 15 heures au lieu des 28 heures qui sont prévues sur le service civique pour pouvoir cumuler leurs études et le service civique. En tant que parlementaire, je travaille sur ce sujet du travail étudiant. Il y a un rapport qui devrait sortir très prochainement qui a été commandé par Frédéric Vidal. On voit bien que cette histoire des 15 heures de travail, c'est un peu la limite que des étudiants peuvent avoir s'ils souhaitent avoir un emploi. Mais évidemment, c'est un sujet qui n'est pas décorrélé de l'accompagnement social. C'est pas parce que vous prenez un emploi à un moment donné pour subvenir à vos besoins qu'il ne faut pas qu'il y ait une amélioration des bourses, et qu'il ne faut pas, vous avez probablement entendu Elisabeth Borne parler de ce dispositif de garantie jeune universelle, c'est-à-dire que chaque jeune qui n'aurait pas de solution financière pour pouvoir poursuivre son projet d'insertion en formation ou en emploi se verrait dans le futur attribuer le montant de la garantie jeune qui est à plus de 500 € aujourd'hui. Donc une forme, certains parlent du RSA jeune, nous on veut cibler plutôt l'accompagnement en priorité avec une dimension financière pour les étudiants qui seraient dans des situations de précarité. Merci beaucoup Didier Bécher. Je rappelle que vous portez notamment en tant que député le plan Un jeune, une solution et que tous les détails pour les employeurs comme pour les salariés, c'est sur le site internet qui s'affiche une nouvelle fois. Merci à vous. Merci.
La suite de ce 7-8 politique avec à présent un point sur les candidatures aux régionales en Ile-de-France. Plusieurs noms commencent à être évoqués, voire même confirmés. Une attention toute particulière est accordée aussi à la situation du MoDem. En Ile-de-France, la formation fait partie de la majorité sortante avec Valérie Pécresse, mais pour ce nouveau scrutin, l'alliance devrait plutôt se faire à présent avec La République En Marche. Éclaircissement, Bixente Mérien, Santisteban. La course est bel et bien lancée. Les élections régionales auront lieu les 13 et 20 juin prochains. Pour ce nouveau mandat à la présidence d'Île-de-France, Valérie Pécresse devrait être candidate à sa propre succession. À la tête de l'entente entre la liste Soyons Libres et le Parti Républicain, elle avait fait basculer la région à droite lors du précédent scrutin en 2015. Face à elle, nous retrouverons Audrey Pulvar. L'ancienne journaliste a officialisé sa candidature le 26 janvier dernier. Soutenue par Anne Hidalgo, maire de Paris, elle souhaite représenter une gauche unifiée. On l'écoute. Je suis portée par toutes ces forces-là, et oui, je ne pouvais pas envisager d'être la candidate d'un parti, quel qu'il soit. D'abord, je n'appartiens à aucun parti, je suis moi-même une candidate de la société civile, et ensuite, je voulais vraiment porter une démarche d'union de la gauche pour conquérir la région. Ce ne sera pas Jean-Michel Blanquer dans le rôle principal pour la liste La République En Marche. L'actuel ministre de l'Éducation nationale s'est retiré pour laisser place au député du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin, mais Jean-Noël Barrot, député MoDem yvelinois, supposé allié du parti LREM, a annoncé qu'il souhaitait briguer la place. Un imbroglio pas encore clarifié, alors que pour Bruno Millienne, également député MoDem yvelinois, la présidence régionale doit avant tout servir à la cohabitation des partis. Il faut être en capacité de pouvoir travailler avec tout le monde et de proposer à l'opposition, aux oppositions de travailler. On le voit, mais c'est un réflexe quasi humain, je voudrais dire, c'est même pas, je vais pas employer le terme de politique politicienne, mais ce clanisme existe, ces espèces de baronnies régionales existent. Autre liste, celle d'Europe Écologie Les Verts, rassemblant les divers partis environnementaux. Avec comme figure de proue Julien Bayou, ils ont récemment obtenu le soutien de Benoît Hamon à travers son propre parti Génération. L'ancien député des Yvelines devient la seconde figure de la liste dans le département. Enfin, Clémentine Autain a été désignée chef de file de la France Insoumise en tandem avec Paul Vanier. La liste a obtenu le soutien du Parti communiste français le 30 janvier dernier pour former une fédération populaire demandée par Jean-Luc Mélenchon depuis les élections européennes en 2019. Ces 5 listes ne sont pas définitives, d'autres pourraient s'y ajouter, telles que le Rassemblement national notamment, une élection régionale qui pourrait également relancer les débats autour du système électoral, puisque selon un sondage IFOP, seulement 1 Français sur 10 aurait l'intention de déposer son bulletin dans l'urne le 13 juin prochain. Avant de refermer ce numéro, un mot à présent de l'autre scrutin à venir, celui des départementales et la question de la fusion qui pourrait être au cœur de la campagne, même si c'est à l'État de se prononcer. Écoutez le président sortant des Yvelines, Pierre Bédier. Il y aura des questions qui se poseront et nous rappellerons que nous ne sommes pas les maîtres du jeu en matière de fusion. C'est l'État qui décide. Nous avons fait la démonstration par la preuve que cette fusion était une bonne chose, puisque tout ce qu'on a fusionné, tel que la loi nous permettait, coûte moins cher et permet de faire une meilleure politique. J'ai donné l'exemple des routes, donc pourquoi ne pas aller plus loin ? Si l'État considère que la France est tellement riche que essayer de faire des économies est une mauvaise idée, il ne fera pas la fusion. Quant aux habitants, encore une fois, ils n'ont eu que le meilleur. Qu'on me dise, pour ceux qui sont opposés à la fusion, il y en a quelques-uns qui se sont exprimés, y compris dans nos assemblées, qu'est-ce que ça a enlevé à nos habitants ? Est-ce qu'un seul habitant peut nous dire, depuis qu'il y a eu la fusion des voiries départementales, les voiries sont beaucoup moins bien entretenues ? Personne. Tout simplement parce que ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est aussi bien entretenu, voire mieux, et que ça coûte moins cher. Merci de nous avoir suivis. Le 7-8 politique revient le mois prochain.